Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Maud Ankawa. Bonsoir Maud. Bonsoir les divines. Merci à toi pour cette invitation, c'est un plaisir. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de te recevoir ici dans cette série Le leadership et vous. Alors, si par hasard vous ne connaissez pas encore Maud, je vais brièvement vous la présenter. Maud, elle a fait ses armes dans un cabinet d'expertise comptable. Puis à 26 ans, elle dirigeait déjà une agence de publicité. Et puis là, prise dans le TGV de la vie, première opération à cœur ouvert, donc qui n'est quand même pas rien. Mais dans les années 2000, finalement, elle continue, elle prend même la direction financière de start-up. Et puis, en 2010, elle vend sa société et elle se retrouve, comme j'ai pu l'être moi-même il y a 5 ans, en suspens, dans le vide. Et elle le décrit comme en étant finalement à 2 doigts de l'épuisement et à 3 pas du burn-out. C'est ça, Maud, hein, c'est ce que tu exprimes, je crois. Oui, c'est tout à fait ça. Et alors, tu disais dans ta description que tu t'es retrouvée loin de toi. Alors, je me retrouve complètement dans ces mots parce que j'ai également quitté le monde de l'entreprise fin 2014 pour me retrouver finalement. Mais j'aimerais bien que tu nous partages, si tu es d'accord, qu'est-ce qui a fait que tu en arrives à être si loin de toi à ce moment-là? En fait, je crois que il y a plusieurs types de burn-out, tu l'évoquais à l'instant, et c'est vrai que j'étais à deux doigts d'un burn-out parce que j'étais pris dans une passion du jeu, de la stratégie d'entreprise, de la réussite, de plein de choses, et je ne me rendais pas compte à quel point finalement je mettais tout mon temps et toute mon énergie à ça par la passion. Et donc je me suis épuisée dans ce cycle avec les décalages horaires, et, et j'ai pas vu le truc arriver. Jusqu'au moment où je vends donc ma dernière société à un géant du logiciel, donc une énorme aventure. Et là, je me rends compte que qu'est-ce qui m'a mis si loin de moi? Parce que finalement, l'aventure sur le papier est extraordinaire. On vend à un géant, on a réussi. Mais finalement, je me sens tellement loin de mes valeurs et de ce que je suis parce que je me retrouve à vivre tout le temps avec 10 coups d'avance, ce qui est le propre de la stratégie d'entreprise, Complètement. mais plus du tout dans l'instant présent. Or, la joie, heu, l'émotion de la joie, on ne peut la connecter que dans le moment présent. Et là, ça, je ne sais plus faire. C'est-à-dire que pendant des années, formatée dans des études, formatée dans des sociétés, le but, c'est d'avoir toujours 10 coups d'avance, et moi, je ne sais faire qu'avec les coups d'avance, mais plus dans l'instant présent. Donc je pars effectivement au Népal. Dans ce projet, même si je voyageais beaucoup et même si ce premier livre, Kilomètre Zéro, n'est pas lié à un seul voyage, mais plutôt à 25 ans de recherche, de développement personnel, de, d'observation de populations différentes et puis du quotidien, je réapprends petit à petit à vivre dans l'instant présent, à goûter l'instant présent, ce qui a été un cheminement extrêmement long, difficile, et je le suis encore d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est tout travail d'une vie pour justement revenir à moi tout le temps. Oui, donc en fait, c'est ça, hein. Je vais montrer le livre pour ma communauté, que j'ai là, le livre Kilomètre Zéro. C'est finalement, suite à cette période que tu décris comme un peu être en suspens, être un peu dans le vide finalement, où tu entames ce voyage et finalement tu le décris dans ce livre, ce voyage, c'est ça? Complètement. Alors, je me sers du décor du Népal, même si les enseignements de Kilomètre Zéro, ou en tout cas les clés que j'avais envie de partager, mes amis me disaient mais comment tu fais pour réussir? Tu as une philosophie de vie, tu es heureuse, etc. Et voilà, c'est ces 25 ans que j'avais envie de livrer à travers ce livre pour mes amis. Bon, et puis après, ils se sont un peu emparés du truc. Ils sont partis un peu plus loin que mes amis. Mais voilà, je crois que c'est ça, c'est ce cheminement. Et puis de réapprendre chaque pas. Le vrai sujet, c'est qu'on est tous la fille d'eux, le fils d'eux, le père d'eux, la mère d'eux, le salarié, la dirigeante. Enfin, on a un tas de costumes et on ne sait plus du tout qui on est. Donc, l'idée, c'est de revenir si on sort de notre statut, si on sort de notre rôle de mère, de femme ou d'homme, ou enfin Épouse, oui. d'épouse, ou enfin de tous les rôles, de fille, de tous les rôles qu'on a à jouer, et ben finalement, Exactement. si on n'a plus rien si on ne peut plus se décrire comme la mère d'eux, comme le salarié, etc., qu'est-ce qu'on est vraiment? Et ben c'est ça, l'invitation au voyage, c'est d'aller se reconnecter avec nous, avec notre essentiel, avec qu'est-ce qui nous fait vibrer au fond de nous. Et ça, c'est pas toujours simple de le retrouver en claquant des doigts. C'est un cheminement, je crois. Ah oui, C'est ça que j'avais complètement. envie de partager. Et tu le disais tout à l'heure que c'est un chemin, et je suis d'accord avec toi,
qu'on ne cesse finalement d'affiner au fur et à mesure de nos expériences. Et finalement, est-ce que c'est grâce à ce livre qu'aujourd'hui tu es devenue conférencière et tu es coach aussi, je crois? Alors, conférencière, oui, coach, non, parce que ça fait des années que j'accompagne, Très bien. même déjà dans mes métiers ça fait plus de 20 ans en fait, donc pour avoir mis aussi en place des méthodes, parce que c'est pareil, le coaching, il y a un peu de tout et le problème, c'est que comprendre des choses, c'est une chose, mais ça ne résout pas le problème. Si on ne va pas défiger dans le corps tout ce qui se passe, si on ne va pas défiger, et connecter les émotions, le coaching va aider à une compréhension, mais ça ne suffira pas parce que dès qu'on va être face à des situations similaires, eh bien le corps va à nouveau réagir et nous faire avoir des fonctionnements, des réactions, impulsives parfois qu'on ne peut pas contrôler. Donc oui, j'accompagne des gens depuis plus de 20 ans. En revanche, le métier de conférencière, oui, ça a été suite à Kilomètre Zéro, très vite. On m'a demandé de faire des conférences et là, c'était un tout nouveau métier qu'il a fallu apprendre aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des trucs pour. Moi, j'étais terrorisée de monter sur scène et puis c'est parti très vite en vrille, à 2000, à 3000, à 4000, à 5000 personnes jusqu'au Zénith de Paris. Donc, il a fallu réapprendre des choses, enfin apprendre, pas réapprendre, mais apprendre de nouveaux métiers autour de, parce que je voulais pas couper ce flux Et oui. du livre. Pardon. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, du coup, d'intervenir sur la même scène d'un événement qui s'est produit à Caen l'année dernière. Et donc là, ce jour-là, tu m'as dédicacé ton livre, ton premier livre, Kilomètre Zéro. Et puis ensuite, il y a eu Respire. Alors, est-ce que tu veux me dire deux mots sur Respire? Le premier, je l'ai écrit vraiment pour mes amis et puis ils s'en sont emparés et c'est devenu un phénomène, hein. On est à 400 000 livres vendus, ce qui est juste fou. Et le deuxième, bah, je l'ai écrit pour les lecteurs qui ont porté Kilomètre Zéro et qui m'ont permis Mm. d'être complètement à nu parce que le premier, l'ayant écrit pour mes amis, je j'ai rien retenu. J'ai tout donné et quand j'ai vu que les lecteurs s'en emparaient et m'acceptaient finalement telle que j'étais, à nu, bah, j'ai voulu écrire le deuxième dans la même veine, de partager d'autres choses qui m'ont beaucoup servi. Donc le premier se passe au Népal, hein, c'est la vie d'une femme qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et puis un jour, sa meilleure amie lui demande de faire un aller-retour au Népal pour aller lui ramener quelque chose qui pourrait lui sauver la vie. Et la voilà partie. Et rien ne se passe comme prévu. Et la voilà partie dans l'Himalaya avec un guide des Sherpas. Alors évidemment, 95% du livre est vrai, hein, du premier comme du deuxième. Et Respire, c'est un tout autre endroit. C'est l'histoire d'un homme qui, pareil, est dans le business et il va se retrouver face à l'annonce d'une maladie très grave et il lui reste très peu de temps de vivre et il va faire la connaissance de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de voir les choses et il va cheminer en Thaïlande. Donc ce sont deux voyages très différents, euh, des messages très différents d'un livre à l'autre. Et j'avais envie de continuer à contribuer à ce qui me faisait du bien, à ce qui me permettait d'avancer. Et le deuxième, même si le protagoniste est un homme, pareil, 95% du livre est vrai. Donc voilà, je suis très mauvaise romancière en fait, puisque je ne partage que des choses que je connais et je décris que des lieux que je connais. Donc Alors, je n'invente pas, voilà. peut-être que c'est aussi la recette du succès finalement comme toi et moi, on a pu jouer des rôles aussi à un moment donné, bah, on se met à nu Mhm, dans nos différents complètement, métiers et que finalement, toi, tu t'es mise à nu dans tes deux livres complètement. au Et travers je de veux la pas polarité ça. masculine comme de la polarité féminine finalement. Complètement. Et puis je veux pas lâcher ça parce que c'est fondamental pour moi d'être dans cette authenticité après avoir endossé des costumes pendant des années. J'ai juste envie, voilà, de partager qui je suis avec ma vulnérabilité, avec mes forces, mes faiblesses, avec tout ce qu'on a amené, mais à cœur ouvert. Et je crois que c'est ce qui fait le succès, puisque Respire, donc le deuxième est sorti en début d'année, il a été classé best-seller en 15 jours. Donc je crois que c'est ça le succès de ces livres, c'est que il n'y a plus que des êtres humains de cœur à cœur et, euh, et on met tous notre pouvoir pour les autres et non plus sur les autres à travers ces échanges, à travers ces conférences, à travers ces formations que je fais. Je crois que c'est ça qui change la donne. Pour moi, en tout cas, et toute notre vie, dès le départ, on passe notre vie à faire des choses, à penser, à agir uniquement pour aimer et être aimé. Et je crois que quand on est aimé pour juste ce qu'on est,
Mais je crois que c'est vraiment un très, très beau cadeau. Donc je veux plus déroger à ça et je crois que c'est ça qui a du sens pour moi, de Ouais, pouvoir apporter ça à cœur ouvert. je plus sois et vraiment tu sais qu'on est en pleine adéquation sur cette vision des choses parce que je pense que quand on a cheminé justement sur ce qu'on pourrait appeler vulgairement le développement personnel, parce que finalement aujourd'hui il y a beaucoup d'amalgame autour du développement personnel, mais c'est quand même ça, c'est comment je me développe moi à l'intérieur pour évoluer dans ma capacité à communiquer de cœur à cœur sans justement tous ces costumes. Alors moi, dans ma dernière conférence format TEDx, je parlais justement de quand j'ai enlevé mon costume, mon tailleur strict pour finalement être plus moi-même. Eh bien, c'est une image, mais une image forte finalement. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis intéressée au leadership féminin, au leadership humain, qui est un leadership justement où j'aime bien ton expression, où on est de cœur à cœur et on n'est plus leader contrôlant, mais on est un leader humain. Et justement, puisqu'on est dans cette série là, le leadership et vous, j'aimerais avoir ta définition à toi, Maude, du leadership. Quelle est ta définition du leadership selon Tu Maude disais en quelque chose, tu disais quelque chose de très juste avant, je voudrais rebondir et puis je vais évidemment te parler de ma façon de voir le leadership. Euh, le développement personnel, je crois que c'est juste mettre une observation sur ce qu'on vit au quotidien. Donc, quand les gens me disent, mais moi, le développement personnel, c'est pas mon truc, euh, en fait, on est tous experts de nos vies les uns les autres. On est tous experts de nos vies et mieux que personne, tu es experte de ta vie. Tout comme chaque individu et mieux que personne est expert. Donc, je le dis en entreprise, j'ai aucun conseil à donner à personne puisque chacun est expert de sa vie. Et c'est là que le rentre le leadership pour moi parce que quand chacun est responsable, profondément responsable de chaque action, chaque pensée et chaque geste qui va dans cette direction, alors naturellement, on commence à laisser germer ce leadership. Quand on attend que ce soit la direction ou notre manager euh, et c'est vrai dans la vie, dans notre quotidien, qu'on nous donne des conseils, qu'on nous donne des façons de faire, etc. Alors là, naturellement, on éteint cette connexion en nous, cette phase en nous qui nous permettent de nous révéler et de nous créer. Parce que chacun a de la créativité. Bien souvent, c'est les peurs qui nous empêchent de les laisser se révéler. Peur de se tromper, peur d'être critiqué, peur d'être jugé, enfin mille peurs qui font que, hop, ça vient couper cet élan naturel d'intuition, de créativité qu'on a tous. Le gros problème de ça, c'est que ça nous responsabilise. Parce que si tu laisses aller ton intuition vers tiens, je devrais créer vers ça, ou j'ai une idée dans le travail pour ça, ou pour mon équipe, etc. Oh non, non, parce que ça va être compliqué, et puis non, je risque de me faire juger ou critiquer. Là, tout de suite arrivent les peurs. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, on éteint. Donc, avoir du leadership, pour moi, c'est avoir le courage d'exprimer qui on est. Et il n'y a pas d'échelon pour ça. Du plus bas échelon d'une entreprise jusqu'au plus haut. Il faut bien savoir que même pour un PDG, bah, au-dessus, il y a encore des gens. Ah ben non, il n'y a personne au-dessus du PDG. Si, il y a les banquiers, il y a les investisseurs, enfin, il y a 1000 personnes. Et donc, toujours, il y a quelque chose au-dessus de nous qui, à qui on doit rendre des comptes. Donc, le vrai sujet pour moi du leadership, c'est de se responsabiliser profondément pour laisser la créativité et, et d'oser être qui l'on est et d'offrir qui l'on est à l'humanité, donc à ses collègues, à ses voisins, à ses responsables, à ses subordonnés, euh, parce que ça, je crois que c'est un énorme cadeau. Ouais, alors on est encore une fois sur la même longueur d'onde parce que souvent je dis que pour moi le leadership c'est l'art d'inspirer et d'impacter les autres positivement par l'exemplarité de notre authenticité. C'est Et donc, exactement ça. Et être authentique, ça veut dire, c'est très compliqué d'être authentique. oh C'est oui, très compliqué parce que ça nécessite d'enlever un tas de peur. exactement. Mais en même temps, il n'y a pas d'authenticité possible si on ne va pas vers ça. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de responsabilité possible si on ne va pas vers ça. Et à la seconde où on montre qui l'on est, mais authentique, avec nos forces, nos faiblesses, notre vulnérabilité, parce qu'on en a tous, alors immédiatement, ça inspire les autres. Immédiatement. Parce que les gens commencent à, même quand on n'est pas au top, même quand c'est pas parfait, eh bien naturellement, les gens ont de l'empathie pour vous, les gens, et hop,
Ça, moi, je l'ai vu dans les conférences. Au début, j'étais terrorisée, alors que j'avais l'habitude de gérer les gens, de manager des gens, de parler devant des assemblées. Mais parler d'un produit, c'est très différent que de parler de qui l'on est. Et puis, je me retrouvais devant les premières conférences complètement terrorisée. Je bafouillais un peu, et je bafouille encore, et je fais encore des fautes. Et je suis toujours aussi terrorisée d'ailleurs. Mais c'est pas grave, parce que le vrai sujet, c'est quel est l'objectif? De n'être jamais critiqué, de n'être jamais jugé, ça c'est impossible. Par contre, moi, mon objectif, c'est que ça fasse du bien à une personne. Tout comme quand je le dis d'ailleurs dans Carré Zéro au début, c'est si j'ai écrit ce livre, c'est simplement parce que si un mot, une phrase fait du bien à une personne sur Terre, j'ai eu raison d'écrire ce livre. Et je crois que c'est ça qu'on doit garder en tête euh, dans tout ce qu'on veut créer, c'est que le jugement, la critique, etc., font partie de l'exercice. Et c'est vrai à 100%. À la seconde où vous me voyez à l'écran, naturellement, il y a des jugements interactifs qui se font. Ah bah tiens, je la voyais plus grande, je la voyais plus petite, je la voyais plus grosse, je la voyais plus maigre. C'est impossible de faire autrement. Tiens, elle parle fort, pas assez fort, j'entends pas. Le cerveau se met en route tout de suite. Donc, le jugement, la critique arriveront toujours. Le vrai sujet, c'est comment je me responsabilise pour emmener chaque personne et moi m'emmener à grandir parce que chacun a son expertise à donner. Et quand on comprend que là encore, on ne met plus son pouvoir sur les autres, mais plutôt pour les autres, parce que pour moi, la définition parfaite du leadership, c'est ça, c'est d'arrêter de mettre son pouvoir sur les autres, mais pour les autres. Naturellement, là, on grandit ensemble et chacun peut co-créer vers quelque chose de plus grand. Voilà, et on Et sort des rôles de chef-faillon contrôlant qui sont complètement des rôles dépassés et qui complètement. devraient même plus exister aujourd'hui. Hélas, la réalité, c'est ce que me disent les femmes que je coach, qui sont souvent managers ou chefs d'entreprise, c'est que la réalité du terrain, c'est qu'encore aujourd'hui, on est dans une majorité finalement de chefs leaders qui sont d'ailleurs moi-même quand j'enseigne à l'université de Nantes, pour te donner mon expérience, j'enseignais donc sur des cours de leadership pour une partie un petit peu élitiste de l'université de Nantes qui réunissait plusieurs branches. Et en fait, ils avaient 20 ans, ces jeunes, et ils me disaient, au premier cours, au premier module, ils me disaient, non mais madame, pour nous, le leadership, c'est savoir comment contrôler les autres pour mieux les manipuler. Donc voilà, donc tu vois, encore aujourd'hui, en 2020, on est sur ces sujets. Et donc, j'ai une question tout à l'heure qui m'est venue quand tu parlais de savoir être authentique, même quand on a cette posture de manager, de leader, ou en tout cas quand on mène des équipes. C'est est-ce qu'il faut absolument, finalement, vivre un coup dur dans sa vie pour savoir révéler son authenticité? Parce que moi-même, je peux parler là, comme je me suis mise à nu lorsque j'ai parlé de mon histoire personnelle avec le suicide de mon papa, qui m'a fait vraiment, qui a été le déclencheur pour moi ultime de est-ce que vraiment c'est la vie que tu veux avoir? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu n'es pas dans une cage dorée? Est-ce que tu joues des jeux, est-ce que tu joues un rôle? Et grâce à cette grosse épreuve de vie, là, moi, j'ai osé finalement sauter dans le vide et aller découvrir la vraie Ludivine que j'étais en tant que manager à l'époque et cadre commercial. Donc, est-ce que d'après toi, il faut vraiment à chaque fois des déclencheurs assez forts pour qu'on puisse finalement oser être pleinement soi, accepter la critique, accepter le jugement et pouvoir finalement euh, bah, offrir le meilleur de ce que l'on est au monde, à ses équipes, à tout ce qu'on peut trouver, en tout cas dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Non, je crois pas, bien sûr que non. Et heureusement. Et heureusement qu'on n'a pas besoin d'attendre un coup dur pour se réveiller. Euh, le vrai sujet pour moi, c'est de ne pas attendre que ça vienne toujours des autres. Parce que ce que j'entends souvent, c'est oui, mais en entreprise, la réalité, c'est pas ça. En entreprise, dans les grands groupes, on nous pressurise, même dans les petits groupes, etc. Dans les startups, ça va trop vite, etc. Je crois qu'on peut tous se responsabiliser maintenant. Et si on attend que notre manager, que son chef, que bien sûr que c'est plus facile si la culture d'entreprise par des PDG ouvre ça, évidemment que c'est plus simple. Mais ce n'est pas parce que c'est plus simple et parce que ça n'existe pas dans certaines sociétés que c'est pas possible d'avancer vers ça. Parce que déjà, soi-même, quel que soit notre échelon dans l'entreprise,
Et on a tous été en bas de l'échelle avant d'être Bien sûr. responsable, dirigeant, PDG. Enfin voilà, on a tous été en bas ou pas trop loin du bas. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a grandi? Sûrement pas par le. Moi, je crois pas au contrôle, je crois pas à la pressurisation. Tu sais, quand j'étais payée par des investisseurs pour reprendre des sociétés et puis en faire des numéros 1 français, européens et plus, et souvent, c'est des sociétés de nouvelles technologies, d'ingénierie donc les investisseurs disaient: «Bon, OK, mais alors, on n'a pas d'argent à perdre, il faut absolument que la rentabilité se fasse très vite et il faut trouver des solutions tout de suite». Mais de demander à des chercheurs de faire de la recherche et de jamais se tromper, eh ben, c'est juste impossible. Si on est face à la recherche, il faut faire 1000 erreurs avant de trouver la bonne solution. Sinon, on fait du développement, on ne fait pas de la recherche. Parce que la recherche, par excellence, c'est se tromper 1000 fois et de trouver à un moment le chemin. Donc, la première chose que je dis à tous les salariés, recherche ou pas recherche, c'est proposer des choses, créer des choses, et puis on triera. Mais parmi ça, on va trouver les bonnes solutions. Alors, je crois qu'effectivement, si chacun se responsabilise sur arrêter de commencer par critiquer sa direction ou ses collègues, à la seconde où on arrête et on ne voit que les similitudes avec les autres et on ne voit que ce qu'on peut apporter aux autres et puis ce qu'on peut apporter soi-même dans cette créativité, eh bien déjà on ouvre un espace. Et en ouvrant cet espace, eh bien nos subordonnés ou nos supérieurs commencent à voir qu'il y a des possibilités et eux-mêmes vont changer. Donc le vrai sujet, c'est non pas d'attendre que ça vienne des autres, mais de commencer, quel que soit son poste, à ouvrir le champ. Et ça change tout. Parce que naturellement, dans notre bureau et puis avec notre collègue d'à côté, eh bien, il y a quelque chose qui va se créer et puis la créativité va rentrer et cetera et cetera. Et puis ça monte. Si ça descend pas de la direction pour arriver vers les salariés, eh bien, faisons monter les choses. Et ça fonctionne et ça existe dans de plus en plus d'entreprises. C'est vrai qu'en finance, on a une rentabilité court terme, mais ils se rendent compte que la rentabilité court terme, ça ne fonctionne plus. Donc, et moi je le vois, je suis payée par des investisseurs pour prendre des directions de société. Euh, je vois bien que là, il y a un vrai sujet qui est, OK, on te fait confiance et on sait que tes méthodes, c'est plus celles qui. Donc, mais ce qu'ils veulent, c'est cette rentabilité. Si on arrive alors, et on arrive aujourd'hui à montrer que la rentabilité, elle se fait pas dans l'instant court terme, avec une pressurisation des. Au contraire, là, on perd les salariés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover dans les boîtes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie. Mais à partir du moment où les gens sont heureux au travail, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent créatifs. Et là, c'est moi qui les mets dehors en disant: allez, tu rentres chez toi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils ont envie de donner davantage. Donc, Et oui. je crois que c'est très vertueux. C'est très, très vertueux. Oui, c'est la créativité au service de la performance, c'est le bien-être au service de la performance, quoi. C'est vraiment. Complètement. Ouais, ouais. Complètement. Et Complètement. aujourd'hui, quand je discute avec les femmes que je coach, alors j'ai un programme qui s'appelle Confiance et Leadership, parce que pour moi, c'est Mhm, important aussi de travailler sur la confiance en soi, mais aussi la bien sûr. confiance que l'on installe avec les équipes. Et je pense que quand on a justement cette authenticité exemplaire, bah, on ne peut que contagionner positivement finalement et inciter les Complètement. autres à faire de même. Et j'avais envie de te demander, toi, Maude, puisque finalement, Maëlle, le personnage principal de Kilomètre Zéro, c'est un peu une toi et une moi dans nos anciennes vies aussi de businesswoman au rythme effréné. Quel serait ton conseil pour les femmes puisque moi je m'occupe majoritairement des femmes en coaching et après par contre là je m'occupe de la mixité en entreprise, mais pour les femmes que j'accompagne et qui m'écoutent et qui me suivent, quels seraient tes conseils pour finalement développer ce leadership, si tu avais par exemple 3 clés comme ça à nous partager? Je crois que comme tu l'as dit, le vrai travail, c'est quand même la confiance. C'est-à-dire que retrouver la confiance, se faire confiance, il y a beaucoup de gens qui partent de très loin de ça. Et partir de très loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont été souvent cassés dans la pressurisation ou parfois même jusqu'à leur enfance et ils ne trouvent pas. Donc la confiance est sans doute une des clés, ce travail de la confiance en soi. Et ça commence par des toutes petites choses. Parce que finalement, quelle est la différence entre les gens qui ont confiance et les gens qui ne l'ont pas? C'est les gens qui ont expérimenté la confiance. Et la confiance est vertueuse. C'est-à-dire que
te lances dans quelque chose, tu essayes, tu tombes, ça c'est obligatoire. Mmh. Comme tout ce qu'on a fait, on tombe 1000 fois, mais on tombe de tout son poids et on se trompe et on ajuste. Sauf que quand on commence à réussir des choses, après avoir accepté d'être tombé plusieurs fois, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On commence à prendre un petit degré de confiance. Puis on essaye autre chose parce qu'on a déjà réussi la première et puis on y arrive. Après être tombé encore 1000 fois et puis on essaye encore quelque chose. Donc une des clés pour moi, c'est la première chose, c'est d'accepter que dans le processus de réussite, il va y avoir de la chute. Dans le processus de réussite, il faut accepter qu'à 100% sûr, c'est pas 90% ou 50%, c'est à 100% sûr, on va tomber. Mais de la même façon que pour apprendre à marcher, on tombe en moyenne 2000 fois. Et on tombe en moyenne 2000 fois de tout son poids. Et on se relève. 2000 fois. Et si, au bout de la première, deuxième fois, tes propres parents t'avaient dit, mais Ludivine, t'es vraiment trop nulle, t'arrives à rien, tu tombes, mais tu crois que tu marcherais aujourd'hui? Non. Au bout de 2 fois, 3 fois, tu t'arrêterais. Et on lâche ça. Quand on se lance dans un projet, on essaye une fois, puis on tombe. Bon, bah, beaucoup abandonnent à ce moment-là. Puis on essaye pour les plus courageux de se relever, et puis de réessayer, puis boum, on retombe et on arrête. Et puis, bah, vraiment, pour les extrêmement courageux, on retombe une troisième fois, et puis là, on arrête tout. Moi, pour faire référencer Kilomètre Zéro à la FNAC, j'étais en auto-édition au début, j'ai eu 33 refus. Parce que moi, mon sujet, c'est 2000. Je ne crois pas être plus douée que les autres, donc j'ai dû tomber en moyenne 2000 fois comme tous les enfants. Je ne pense pas y être arrivée en 2 fois. Et pourtant, j'y suis arrivée. Donc, ma moyenne maintenant, c'est 2000 fois. Donc, quand je me lance dans quelque chose, je me dis, tant que je ne serai pas tombée 2000 fois, je continue. C'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. Mais en réalité, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, à part d'apprendre à marcher, dans tout ce que j'ai fait, mais globalement, je ne suis pas tombée plus de 4, 5, 6 fois. Sauf que 99,9% des gens arrêtent au bout de 3 fois. C'est ça. Donc, la première clé, c'est d'accepter de tomber parce que réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Ça, c'est pour moi la clé principale qui est, si vous n'acceptez pas ça, c'est pas la peine de se lancer. Et c'est vrai pour tout. Vous vous lancez dans la cuisine, bah, vous allez vous couper, vous allez vous brûler. Il n'y a pas un cuisinier au monde qui ne sait pas couper et brûler. C'est impossible. Donc, première clé, c'est vraiment d'accepter de chuter. La deuxième, c'est d'accepter d'être critiqué, d'être jugé. Je le disais tout à l'heure, et ça, c'est fondamental parce que il est évident que même par bienveillance, les gens essaieront de vous freiner. Ah mais non, mais il faut pas faire ça parce que tu sais, je connais plein de gens, ils sont tombés, ils sont ramassés, tu vas te ramasser. Et c'est parfois dans la bienveillance parce que c'est Bien des sûr. proches qui peuvent avoir peur. Je parle même pas des gens qui sont malveillants, parce que ceux-là, il y en a, Ouais. mais je parle même pas de ceux-là. Donc, la si je devais donner une deuxième clé, c'est accepter le jugement, accepter la critique et accepter même votre propre critique et vos propres jugements et laissez-les passer. Parce que ça, eh bien, évidemment qu'il y a des doutes. Et ça m'amène sur sans doute une des clés les plus importantes, qui est d'accepter ses émotions. Et là, je pourrais en parler pendant des heures, c'est le thème de Respire, c'est d'accepter toutes ces émotions qui vont nous traverser. Parce que bien sûr qu'il y a de la peur. Et pourquoi il y a de la peur? Parce que la peur vient nous parler uniquement d'un danger. Quand on a peur, c'est qu'on se sent en danger. Et dès qu'on sort du connu, on se sent en danger. Donc quand on se révèle, mais je ne parle pas forcément de monter une boîte ou quoi que ce soit, là je ne parle même pas de ça. Bien Je sûr. parle des fois d'être au travail et puis d'avoir une idée, par exemple, et puis de se dire, oh, tiens, ça j'aimerais la mettre en place. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tas de peur qui arrive. Ah non, non, ben non, je vais me planter, et puis bon, de toute façon, je suis pas douée, puis c'est pas à moi de prendre ses responsabilités, et puis ceci, et puis cela. Et finalement, cette idée qui arrive d'une intuition, qui est d'un éclair, comme ça, que Dieu nous prête, c'est Anne Baratin qui dit ça, l'intuition, c'est un éclair que Dieu nous prête. Moi, je trouve ça génial. C'est Et bien, génial. cette intuition de cet éclair que Dieu nous prête, et bien finalement, on le met de côté parce qu'on a nos peurs, nos émotions qui arrivent. Donc, tu vois, si je devais partager 3 clés, il y en aurait 1000 à partager, mais, Bien sûr. mais déjà, juste d'accepter ça, bah, ça nous rend humains. Et encore une fois, il n'y a pas une réussite au monde qui ne commence pas par ça. Donc, la vraie différence entre les gens qui réussissent et ceux voilà, qui laissent révéler ce leadership et ceux qui l'éteignent et qui éteignent donc cette flamme, leur flamme, eh bien, je crois que cette vraie différence, c'est ces acceptations-là.
C'est exactement ce que je travaille avec les femmes que j'accompagne, puisque finalement, on travaille sur leur croissance personnelle au profit de leur croissance professionnelle et surtout d'un épanouissement avec un maximum de sérénité, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, hein, je pense que là, en plus, avec la période dans laquelle on vit, on a Ouais, besoin de de retrouver du retrouver sens, de la du sens. sérénité, de la paix Et du intérieure. sens, oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, est-ce que tu penses, toi, que comment tu dis, enfin, quel serait ton message pour les femmes qui n'arrivent pas à s'arrêter? C'est-à-dire que comme toi, comme moi il y a quelques années encore, comme Maëlle, comment est-ce que tu leur dirais, Qui voilà, n'arrivent pas à s'arrêter, c'est ça? Ça a un ouais, c'est petit peu ça, elles coupé, je sont suis dans le TGV ouais, de la vie, elles sont tout le temps à fond et d'accord. voilà, et comme on disait tout à l'heure, n'attendez pas cette épreuve, cette maladie, ce chaos pour vous arrêter. Alors ça, c'est un sujet très complexe parce que, tu l'as vécu, je l'ai vécu et on ne se rend pas compte sur l'instant. Mmh. C'est un sujet complexe parce que, il y a plusieurs raisons à ça. Souvent, quand on est pris dans le tourbillon, on se dit: «Mais c'est bien gentil tout ça, mais je ne peux pas m'arrêter» et c'est vrai. Quand on a des postes à responsabilité et que le tourbillon de la vie nous prend et qu'on ne peut pas lâcher une aventure, c'est très compliqué de se dire: «Bah, j'arrête». Et moi, si je me remets dans cette situation où je dirigeais je dirigeais encore des sociétés, je pouvais pas, je me disais: «Mais attends, mais je peux pas m'arrêter» Mmh. et c'est vrai. Donc le vrai problème, enfin il faut commencer à réfléchir autrement, qui est plutôt, il faut pas s'arrêter, c'est pas blanc ou noir, c'est plutôt, moi si je devais refaire le film à l'envers, je ne m'arrêterais pas. Mais par contre, je renforcerais mes équipes, là où j'avais besoin d'être superwoman et de faire tout à la fois, parce qu'il y a aussi un côté, des bénéfices à ça, des bénéfices à être, voilà, encensé, et cetera, et cetera. Mais ça, c'est faux. C'est juste notre propre croyance. Donc, pour commencer à descendre cette pression, eh bien, c'est commencer peut-être à étoffer son équipe, c'est peut-être commencer à retrouver des plages, parce que c'est une fausse croyance de croire que si on pouvait travailler 20 heures, c'est pas normal, quelle que soit la société, mais même d'un PDG. J'accompagne les PDG tous les jours, et c'est pas normal de travailler 20 heures, quelle que soit votre société. C'est pas non plus normal de travailler 35 heures quand on est PDG. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a un vrai juste milieu à trouver. Et sans ce juste milieu, eh bien, on s'épuise, on s'effrite. C'est ça. Et oui, ça nous amène à des catastrophes. On parlait de burn-out, mais comme tu le disais, tu venais de le souligner, ça peut être des maladies, ça peut être. Et là, de toute façon, on s'arrête. Donc, n'arrivons pas à ça. Et pour ça, ça nécessite, pour répondre à ta question, de s'écouter un tout petit peu parce que le corps sait. Et moi, je ne le sentais pas, le corps, parce qu'il y avait une telle adrénaline dans Mmh. la tête, mais si, tu comprends, avec ce que je gagne, il faut que je travaille beaucoup, c'est normal, enfin, tu peux pas comprendre, etc. Non, c'est pas normal. Et je crois qu'on peut écouter le corps pour redescendre les choses. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Il y a plein de gens qui sont passionnés par leur métier. Moi, je l'étais aussi, et je le suis encore plus aujourd'hui. Le sujet, c'est, et je travaille encore beaucoup aujourd'hui, mais il faut faire en phase avec soi. C'est pas grave de travailler beaucoup, mais pas jusqu'à l'épuisement. C'est cette limite qu'il faut trouver. Et il y a une limite à trouver parce que c'est ni blanc ni noir. Il y a des gens qui travailleront 35 heures et ça leur suffit et c'est en phase avec eux. Il y a des gens qui travailleront 40, 50 heures et tout va bien avec ça. Mais le but est de trouver la juste limite pour soi-même. Oui, Et la juste limite, c'est pas l'épuisement. Et quand je suis face à ça, oui, je sais dire aux gens, n'arrêtez pas tout, mais diminuez de 10-15%. Et 10-15%, ça ne jouera pas sur votre travail, mais ça va jouer sur votre état de bien-être. Et si ça doit jouer sur votre travail, ça ne va pas, j'allais dire ternir votre travail, ça ne va pas brader votre travail. Au contraire, ces 10-15% où vous allez vous retrouver, ça va vous donner encore plus de créativité et vous serez en meilleur endroit. Et je crois que c'est ça, c'est de commencer à descendre un peu cette pression plutôt que de se dire: «Ah non, là, ça va plus, mon job ne me va plus, j'arrête tout». c'est ça. Là, c'est pas au bon endroit. Ouais, c'est ça. Et puis, ça nous évite justement de rentrer dans ces maladies, ces épuisements, ces dépressions, ces burn-out, voire Complètement. jusqu'au suicide. Et Moi, puis dégradé aussi, bien sûr. est très, très Jusqu'au suicide, fort dans bien forcément sûr, dans mon histoire de vie. Donc, je me battrais, alors si je peux parler de bien combat, sûr, parce que c'est un combat pacifique, mais bien vraiment sûr. dans cette conscientisation de l'impact de cette
pression qu'on s'impose au quotidien, notamment dans les postes à responsabilité. Alors, j'ai quelque chose qui m'est venu tout à l'heure parce que tu as un personnage principal, donc Maëlle, une femme dans Zéro. Kilomètre Zéro, et tu as un personnage masculin dans ton deuxième livre, Respire. Est-ce que selon toi, Maude, il y a une différence dans la manière de développer son leadership quand on est un homme ou quand on est une femme? Et si tu trouves qu'il y a une différence, ça serait lesquelles d'après toi? Laquelle ou En lesquelles? fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence personnelle à ça, de développer. Par contre, le système, nos valeurs, euh, nos croyances de génération en génération nous amènent à un système de confiance qui est très différent. Donc on part, hommes et femmes, avec des armes très différentes, des croyances très différentes, une société très différente. Et c'est ce qui fait que naturellement, parce qu'on n'est pas armé de la même façon et on ne part pas au même endroit, du même endroit, eh bien, naturellement, on développe un leadership différent. En revanche, et pour être une femme et avoir toujours entendu, oui, mais tu sais, une femme, ça ne peut pas prendre certains postes, etc. J'ai travaillé toujours dans un milieu d'hommes, puisque j'étais dans la finance, C'est aussi un et autre prendre des de nos points directions. communs. Exactement. Donc, mais pour avoir, pareil pour les salaires, et c'est vrai que les statistiques, c'est, ah bah oui, mais une femme, ça gagne moins, etc. C'est vrai, tout ça, les statistiques sont là pour le prouver. Mais on peut changer ça, et c'est qu'une question d'état d'esprit et une question de qu'est-ce qu'on met avec ça. Est-ce qu'on reste dans ce cadre, oui, mais je suis une femme, donc je dois accepter ça, ça, ça et ça, ou alors je vais au-delà de ça, et là, il y a de la place pour tout le monde. Mais moi, je me suis rendu compte, par exemple, on parlait de salaire ou d'augmentation, par exemple, moi, je me suis rendu compte que, manageant des gens, 90% des hommes osaient demander des augmentations, très peu de femmes, qui, comme si c'était naturel, attendaient qu'on leur propose une augmentation. Et pourquoi les hommes ont plus d'augmentation que les femmes? Parce qu'ils demandent. Donc, oui, il y a des différences de culture, de formatage, mais si on avait la même action, si les femmes avaient la même action que les hommes, elles obtiendraient la même chose que les hommes. Je suis très heureuse d'entendre dire ça parce que c'est justement tout mon combat et c'est pourquoi j'ai réservé mes coachings individuels et à distance en visio aux femmes. Et là, j'interviens aussi dans les entreprises, comme je disais tout à l'heure, pour les hommes et les femmes. Mais vraiment, j'ai axé ça, le coaching individuel pour les femmes, parce que moi-même, si je repars 15 ans en arrière, je me revois faire et j'ai finalement appris grâce à ces hommes, puisque c'était un milieu essentiellement masculin dans le domaine de la finance et de la défiscalisation. Et donc, ils m'ont appris finalement à oser l'action, à oser passer à l'action. Et je les remercie Ils sincèrement. obtiennent ce qu'ils demandent. Voilà. Et Et toutes donc, les en fait, femmes obtiendraient, alors que les femmes ne demandent pas, les femmes attendent, on va voilà. bien me donner une augmentation comme les Mais autres. Bah non, comme tu le c'est disais tout à instinctif. l'heure, parce qu'elles se sentent pas légitimes, elles ont moins confiance en elles, Complètement, enfin voilà, tout cette espèce complètement, ces conditionnements aussi complètement. intergénérationnels. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers elles. Et pour les coachings individuels, en tout cas, pour leur dire, mais vous pouvez oser, vous pouvez Complètement, finalement complètement. faire comme les hommes sans oublier votre part féminine, parce que c'est ça aussi le risque. Et moi, j'ai Et failli d'ailleurs, moi-même là, on est dans des fonctionnements, comme, excuse-moi, je te coupe, mais entrer. euh, d'ailleurs, c'est dans des fonctionnements, c'est-à-dire que c'est pas faire comme les hommes, c'est juste être soi. C'est ça. Parce que hommes comme femmes ont envie à la fin de l'année d'avoir une augmentation, sauf qu'il y en a un qui ose, l'autre qui n'ose pas. Il ne s'agit pas de faire comme les hommes, il s'agit juste d'être soi-même. Exactement. Et excuse-moi, je t'ai coupé, Non, non, Ludivine. je t'en Dis-moi prie. ce que. Je ne sais plus où j'en étais. Enfin, là, ce que ça me fait penser, ce que tu partages, c'est aussi le jour où on m'a demandé de faire une conférence format TEDx sur un grand événement en lien avec l'innovation managériale. Le président m'a convoqué en me disant, en fait, Ludivine, c'est pas que je ne veux pas faire intervenir de femmes, c'est qu'en fait, les femmes me disent non, je ne veux pas. Soit j'ai finalement mon fils, soit j'ai mes enfants à gérer, soit je... Parce qu'en fait, elles ont peur, et c'est ce qu'il m'a dit après en coulisses, tu vois, ce sont des fausses excuses souvent parce qu'elles ont peur de prendre la parole, elles ont peur de prendre leur place. Et moi-même, j'ai été terrifiée dans cette immense salle, une des plus grandes salles de spectacle nantaise, j'étais terrifiée, mais comme tu disais tout à l'heure, toi aussi, tu as
oser te mettre en scène, sur scène, pour passer ton message, quelles que soient finalement les critiques que l'on peut subir ou en tout cas auxquelles on peut être confronté après une mise à nu sur scène. Et finalement, c'était drôle parce que cette espèce de croyance qu'il y avait plus d'hommes sur scène parce qu'on ne laissait pas la place aux femmes était erronée. C'est pas qu'on voulait pas leur laisser la place aux femmes sur scène dans ces événements d'innovation managériale, c'est que les femmes n'osaient pas venir prendre leur place. Et tu vois comme ça change un petit peu la donne. Et finalement, d'année en année, de plus en plus de femmes osent et je suis heureuse de ça. Et je crois que tu as tout à fait c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la place, ça ne se donne pas, ça se prend et je pense qu'évidemment, tu disais pour monter sur scène, il faut dépasser un tas de peurs, il faut oser un tas de choses et dans les gènes des hommes, gènes au sens de la culture, c'est qu'effectivement leur rôle, c'est, si on reprend nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est à eux de ramener le salaire, c'est à eux donc ils s'étaient mis dans ce rôle-là et eux, ils n'ont pas le choix que d'oser. Ils n'ont pas le choix que de réussir. Alors qu'une femme, dans nos croyances, avait encore le choix. Je peux être encore une bonne mère à la maison, je peux ceci et je peux cela. Et c'est ce qui fait on s'est restreint à ces jobs, enfin à ces rôles-là. Mais effectivement, on peut en sortir. Et puis, encore une fois, le but, c'est pas de faire comme les hommes, c'est juste d'être soi-même avec ce qui a du sens pour nous et aligné avec ce qui a du sens pour nous. Et c'est pour ça que le travail commence d'abord par savoir qu'est-ce qui a du sens pour nous. Cette Et notion de c'est pour sens, ça d'ailleurs qu'on voit l'inversion avec les hommes. J'entendais encore, il y a de plus en plus d'hommes maintenant qui, eux aussi, se reconnectent à eux et reconnectent leur part de paternité, par exemple, ont plus envie d'être. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a inversé, sa femme qui a misé sur sa carrière et lui s'occupe des 4 enfants. Et il a eu pourtant une très belle carrière avant, mais voilà, ça avait plus de sens pour lui à ce moment-là de faire ça. Donc, les hommes aussi ont cette possibilité de reconnecter avec qui ils sont. Et un certain nombre d'hommes, finalement, changent le schéma parce qu'ils se sentent mieux comme ça. Ils complètement. font pas comme les femmes. Et ça revient à finalement ce que je voulais dire tout à l'heure, ça y est, ça m'est revenu là en t'écoutant, comme quoi tout est juste et parfait. C'est que quand moi-même je travaillais dans ce milieu essentiellement masculin, à un Mmh. moment donné, j'étais tellement dans l'action parce qu'il fallait faire Oui, ma place, il fallait que, en plus j'étais souriante, alors j'étais vraiment un extraterrestre dans le monde de l'immobilier d'affaires, une femme manager à ce poste à responsabilité, en plus souriante, humaine, tu vois, c'était juste, c'était pas normal quoi. Et en fait, je me suis reconnectée à cette force grâce aux hommes finalement, hein, grâce à mmh. l'action que je mettais en place au quotidien. Mais est-ce que tu crois, enfin en tout cas j'ai vu des femmes qui se sont tellement perdues dans le schéma des hommes que finalement elles avaient du mal à garder leur part de sensibilité, leur part de féminité. Et je crois que ce qui nous réunit toutes les deux, c'est aussi cette force que l'on a en fait en lien avec, on va dire, une polarité masculine, mais aussi avoir su rester connecté à cette sensibilité qu'on pourrait décrire comme la part féminine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, ouais, je pense que tu as raison, c'est très important. C'est très important d'être, encore une fois, aligné avec, ces 2 parts et l'erreur qu'on peut en faire et moi je l'ai faite d'ailleurs, c'est, de construire ma carrière en limitant mes émotions, en refoulant même les émotions, en mettant tout en place sur le cérébral et le rationnel, et finalement de me couper de cette vulnérabilité qui est une force. Bien sûr. De me couper aussi des émotions qui sont toutes les émotions sont des boussoles. Et donc naturellement, si on se coupe de ça, on est plus dans des mathématiques, on n'est plus dans l'intuition, on n'est plus dans cette part féminine qu'on a tous, hommes comme femmes. Et je crois que enfin, le vrai sujet, c'est de trouver cet équilibre. Et ça se travaille. Ça se travaille parce qu'encore une fois, ce sont des aides énormes de pouvoir connecter et de pouvoir compter sur nos émotions, de pouvoir. Il ne s'agit pas de faire la comédie de l'arte et de pleurer toutes les 3 minutes. C'est pas ça une femme non plus. Souvent, on me dit: «Ah bah oui, mais moi je suis pas une femmelette, il faut pas que je pleure». Non, Mhm. les femmes, elles pleurent pas toutes les 5 minutes non plus. Donc encore une fois, tout ça, ce sont des clichés, C'est ça. heu, auxquels on s'attache dans nos croyances et on est tout blanc, tout noir. «Ah bah non, il faut que je sois comme ça et pas comme ça». C'est pas vrai. On peut être les 2. On peut être un peu entre les 2. On peut être, en tout cas réduire des parts et je crois que quand on comprend qu'on n'est pas ni tout blanc, ni tout noir, ni qu'une femme, ni qu'un homme,
on est une femme avec notre part de masculinité, on est un homme avec notre part de féminité. C'est ça qu'il faut reconstruire et commencer à lâcher des croyances. Donc oui, ça demande du travail, ça se fait pas en 10 minutes, comme tu le disais, tu accompagnes les gens. Moi aussi, et je vois que c'est quand même un travail. Et moi-même, ça fait 30 ans, 35 ans que je travaille sur moi. Donc c'est toujours une observation et c'est pas parce qu'on travaille sur soi que hop, ça y est, tout est résolu. Non, c'est une attention de chaque seconde. C'est une attention. Moi, tous les jours, c'est une attention de chaque seconde. Et c'est ça le développement personnel. C'est se développer, mettre de l'attention pour se développer personnellement. C'est rien de plus. C'est pas je fume des pétards, je bois du whisky et puis je vais te parler de Dieu. C'est pas ça, non. C'est pas perché le développement personnel. Il y a des gens perchés, mais c'est pas ça le développement personnel pour moi. C'est pas ça du tout. Mais c'est bien que tu en parles parce qu'on est souvent dans ces clichés-là. Hein. Et puis moi-même, je suis dans un collectif à Nantes où on se bat vraiment pour le changement dans les entreprises. Et tout de suite, on va facilement nous cataloguer d'utopistes, de bisounours. Et quand en fait, on comprend que, enfin, selon moi, hein, que la part du développement personnel permet une croissance professionnelle alignée avec du sens comme jamais on a pu ressentir, avec aussi un épanouissement perso, c'est juste fabuleux. Et je pense que voilà, on a le droit peut-être d'être utopiste quand on veut créer, enfin co-créer un monde de l'entreprise meilleur pour les humains et pour la planète. Bien sûr, bien sûr. Et c'est se retrouver, s'unir plutôt que de s'éloigner, se séparer les uns des autres. Et on va dans le cœur du sujet. Exactement. Je te remercie infiniment, Maud. Je crois qu'on pourrait toutes les deux discuter pendant des heures. Hein. Donc là, je pense qu'on a atteint déjà une belle durée d'enregistrement. Et quel serait ton mot de la conclusion pour ma communauté ce soir? Ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes. Jamais. Magnifique. Magnifique. Je crois que je t'avais entendu dire que c'était important, en fait, que finalement, on pouvait co-créer un monde où chacun va tenir la main de l'autre. Et d'ailleurs, je crois que même c'est la conclusion de ton livre. C'est dans kilomètre zéro. Vraiment, je le note parce que si chacun se donne la main, une tient la main de l'autre et puis on avance ensemble, dans peu de temps, je crois que l'humanité se sera retrouvée parce que je crois qu'on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Et à chaque fois que tu n'oses pas, tu prives les autres de ce que tu es. Magnifique. Donc, je sais bien que ça demande du courage, je sais bien que ça demande… Mais voilà, un pas après un autre et on y arrive. Courage, persévérance, oser être soi, step by step. Je pense que tous mes invités ont partagé des clés précieuses. Et donc, merci d'avoir apporté… Merci à toi, Ludivine. Merci de faire ce que tu fais parce que c'est aussi un engagement envers les autres, c'est aussi un partage envers les autres. Donc, merci vraiment de cette invitation. Je suis très touchée et belle continuation. On se revoit vite. Merci. Et si jamais les personnes de ma communauté veulent te retrouver, tu es encore en tournée, je crois. Hein. Oui, alors avec le Covid, on ajuste, mais voilà, sur mon site www.kmz.fr, kilomètre zéro, KMZ ou Tiranga, c'est pareil. Il y a toutes les dates et puis voilà, je pars à Nancy très prochainement et puis je vais venir à Nantes d'ailleurs. Donc oui, il y a ça. On va reprendre petit à petit. Les conférences vont reprendre, mais voilà, dans le respect des règles et de la protection de tous. Voilà, donc je mettrai le lien sous la vidéo pour qu'on puisse retrouver ton calendrier et toutes les prochaines dates. Je te remercie, Maud. À très bientôt. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Belle continuation.